Ouais, chérie, ouais. Ouais, je peux pas te parler là, je suis au boulot. L'an dernier, je n'avais jamais réussi à la voir aussi. C'est elle qui gère tous les mecs, ouais. Mais je ne sais pas où elle est. Et c'est elle qui a réglé le problème aussi. Ah. Bonjour et bienvenue à tous. Désolé pour le petit retard, on attendait des lycéens qui apparemment ne sont pas encore arrivés. Mais ils vont arriver. Bienvenue à tous à cette table ronde sur espace convoitise à l'infini. Donc je vous propose de commencer. Et puis quand les lycéens arriveront, on s'arrêtera, on les laissera s'installer pour pas que ça couvre le bruit et on reprendra après. Euh, donc si la scène spatiale internationale a longtemps été marquée par la compétition entre l'Union soviétique et les États-Unis, les choses ont bien changé depuis. Aujourd'hui, les rivalités spatiales ne sont plus seulement une lutte d'images entre deux puissances s'affrontant pour la domination du monde. Si la question de prestige est toujours présente, nous assistons aujourd'hui à l'arrivée d'un nombre croissant de nouveaux acteurs investissant dans le spatial. Mais pourquoi faire, me direz-vous? Le secteur spatial est aujourd'hui au cœur d'enjeux économiques qui concernent à la fois des applications de défense et des applications civiles. La part du spatial dans l'économie mondiale pourrait s'élever à 2 700 milliards de dollars par an, contre environ 350 milliards aujourd'hui. Voilà qui peut aiguiser les appétits. En 2015, le président Barack Obama promulguait le Space Act qui autorise les citoyens américains engagés dans la récupération de ressources spatiales à se prévaloir de ces ressources, ce qui couvre leur possession, leur propriété, leur transport, leur utilisation et leur vente. Alors se dirige-t-on vers un Far West de l'espace où le premier arrivé serait le premier servi? 53 ans après l'arrivée de l'homme sur la Lune, il est désormais question d'y retourner. Et pas seulement, car de nombreux acteurs visent déjà la planète Mars. Si les États-Unis dominent encore largement le paysage spatial dans tous les secteurs, la concurrence s'est accrue. D'un côté, l'Europe, excellente techniquement et commercialement, mais qui manque d'ambition. La Chine, au contraire, a des ambitions, mais n'a pas encore le niveau technique, même si elle pourrait se hisser progressivement au niveau des USA. La Chine va vite. De son côté, la Russie profite toujours de ses succès passés, mais cherche un nouveau souffle et de nouveaux partenaires. Sans oublier de nombreux pays comme l'Inde, le Japon, les Émirats arabes unis ou la Corée du Sud, qui est récemment devenu cet été le 7e pays au monde à lancer une sonde à destination de la Lune. Une compétition également exacerbée par l'arrivée d'acteurs privés, des barons de l'espace que sont notamment Jeff Bezos et Elon Musk, qui dominent déjà le marché du transport spatial et qui ambitionnent de développer une industrie minière spatiale en exploitant les astéroïdes, de constituer une Terre 2.0 sur Mars ou de créer des colonies spatiales. Un vaste programme. Pour parler de toutes ces questions et de ces ambitions, nous avons avec nous Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Il a été l'auteur de nombreux rapports d'études sur les activités spatiales, civiles et militaires effectuées pour le compte des organismes publics nationaux et européens. Merci d'être là. Nous avons également Chloé Dufort, membre de la chaire Défense et aérospatiale de Sciences Po Bordeaux. Elle est doctorante en droit international public et prépare une thèse sur l'ambiguïté inhérente à certaines opérations spatiales contemporaines, mettant au défi le cadre juridique en vigueur. Enfin, nous avons Pascal Leguet, conseiller principal pour l'Agence spatiale européenne. Il était auparavant officier de renseignement de l'armée de l'air française.
Enfin, nous avons la chance de profiter d'un diaporama de dessin de presse réalisé par Cartooning for Peace, qui sera diffusé sur les écrans pendant qu'on parle. Et Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent avec humour pour le respect des cultures et des libertés. Donc normalement, ça doit passer sur les écrans à côté. Voilà, c'est parti. Donc je vous propose de commencer avec Xavier Pasco. Alors qu'on parle de nouvelles courses à l'espace avec un nombre croissant de nouveaux acteurs, que ce soit des États ou des acteurs privés, des entreprises privées, comment expliquer ce rêve d'espace? Quels sont les enjeux économiques et scientifiques? Et les ressources promises sont-elles un rêve ou une réalité? Alors merci d'abord de me permettre de parler dans le forum Normandie pour la paix, et puis de ces sujets qui sont plus abordés maintenant qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. L'espace prend une place de plus en plus grande. Alors effectivement, vous avez souligné dans l'introduction le fait qu'on semble passer d'un âge à un autre, en fait, à un âge où l'espace était un peu le fruit de la confrontation bipolaire, de la guerre froide, etc., à un espace qui désormais mêle des acteurs aux intérêts multiples, aux objectifs multiples, et donc qui pose tout un tas de questions sur la relance d'un certain nombre d'activités, dont la Lune, mais pas seulement. Je dirais qu'aujourd'hui, l'espace, quand on regarde vraiment ce qui évolue très fortement par rapport aux années passées, il y a 3 grands domaines. Il y a le domaine de l'exploration, on en parlera peut-être tout à l'heure, donc le retour de la Lune, qui aujourd'hui est vraiment important dans toute la planification, la programmation. Il y a l'espace autour du globe, ce qu'on appelle l'espace circumterrestre, et notamment l'orbite basse. Donc l'orbite basse, c'est entre 500 km et 1200 km, où on voit se multiplier le nombre d'objets. Juste quelques chiffres, en 2015, on lançait 230 satellites par an. On en lance aujourd'hui 1800. Donc on change d'ordre de grandeur. On faisait à peu près 80 tirs par an, donc dans le monde entier, il y avait 80 lancements spatiaux. En 2021, il y en a eu 147, je crois. Donc on est dans des chiffres qui sont en train de changer, avec une population orbitale qui s'accroît de manière exponentielle. Certains d'entre vous ont peut-être, en regardant le ciel, si certains sont des astronomes amateurs, ont peut-être vu passer les trains de Starlink, qui sont ces satellites qui sont lancés par l'Hôte 60 et qui font maintenant dans le ciel une espèce de maillage qui gêne d'ailleurs les travaux astronomiques pour certains. Et puis, il y a un troisième domaine qui évolue, c'est l'aspect militaire, et ça, je crois qu'on en reparlera avec Pascal, où on voit effectivement, et c'est, je dirais, presque consécutif à ce que j'ai dit sur les 2 premiers domaines, le fait qu'on aille habiter l'espace, qu'on s'y projette désormais un peu différemment d'avant, fait que, on accompagne ça nécessairement d'un effort de sécurité, de défense qui lui-même évolue. Donc tout ça évolue de concert, si j'ose dire. Et ça crée une situation géopolitique nouvelle dans l'espace. Alors, pour revenir sur le thème qui nous occupe aujourd'hui, l'aspect convoitise de l'espace, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un déclencheur à tout ça. Il y a un déclencheur à la multiplication, à l'intensification de l'activité, c'est le rapprochement du spatial et du monde des technologies de l'information et du digital. Ça, c'est vraiment, et du numérique. C'est vraiment quelque chose qui a explosé à partir des années 90. On s'est rendu compte que les objets spatiaux pouvaient, d'une certaine manière, occuper dans cette architecture internationale de l'Internet, du monde numérique, du monde de l'information, une place essentielle. Et cette intuition-là, je dirais, qui est une intuition essentiellement américaine au départ. Alors pourquoi les États-Unis ont eu cette première réflexion dans les années 90 ? Simplement parce qu'ils avaient, pendant la guerre froide, développé un nombre extraordinaire de technologies spatiales, de systèmes spatiaux, très coûteux, etc. Ils avaient une hantise. C'était que finalement ces systèmes développés pour la guerre froide, pour des aspects stratégiques, militaires, n'aient aucune utilité ensuite, et ce serait une perte sèche en quelque sorte. Donc il y a une forme de reconversion, de politique de reconversion qui a consisté à dire mais finalement ces systèmes qu'on a développés, ils doivent pouvoir nous donner une position favorable, prééminente dans la confrontation économique internationale. On est toujours dans une confrontation de pouvoir, mais qui avait muté. Et le moyen de rendre ces systèmes essentiels, finalement, est de garder cette vitesse acquise, y compris industrielle, y compris dans la création de normes internationales, de régulation internationale, eh bien, c'était de rapprocher de plus en plus, et pour des aspects fonctionnels, c'était évident que ça allait se faire, le spatial du numérique et des technologies de l'information. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, alors pour partie sur le deuxième thème que j'ai évoqué, c'est-à-dire l'occupation de l'orbite basse, eh bien, on voit ces satellites dont je vous parle, qui se multiplient, c'est d'abord des satellites de télécommunication. Ce
sont des satellites qui sont en fait destinés à répondre à la consommation croissante d'informations, de bandes passantes, de débit de données, de flux de données, etc. Et donc on a une course aujourd'hui un peu d'acteurs nouveaux, privés, qui viennent du monde de l'information, c'est ça la nouveauté. Avant, le spatial, c'était des gens qui faisaient leur carrière dans le spatial, ou des gens qui faisaient leur carrière dans le domaine stratégique, militaire, très régalien, comme on dit, très gouvernemental. Et là, la différence, en raison de cette jonction qui s'est faite, c'est qu'on a vu l'arrivée d'acteurs extraspatiaux, Jeff Bezos, Elon Musk et d'autres. Alors, ça pourrait n'être qu'anecdotique, mais ça ne l'est pas, parce qu'ils sont arrivés avec des ressources propres. Aujourd'hui, Jeff Bezos, son revenu en termes de cloud, vous savez qu'Amazon, c'est le premier acteur du cloud mondial. Vous savez, le cloud, ce système, ce nuage, on dirait en français, qu'on utilise tous sans le savoir, parfois d'ailleurs, c'est 60 milliards de dollars de revenus par an. Microsoft, pour le cloud, c'est 40 milliards. Google, c'est 11 milliards. On voit des acteurs chinois commencer à monter dans le cloud. Alibaba, c'est 11 milliards. Donc, il y a beaucoup d'argent. Ces gens ont énormément de ressources. Et finalement, mettre 3 ou 4 milliards ou 5 milliards dans une constellation, ce n'est pas grand-chose. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Parce qu'il y a un afflux d'argent qui arrive et qui, en fait, est mis à profit par les gouvernements pour eh bien, servir un petit peu de relais financier, de relais technologique aux programmes qu'ils avaient eux-mêmes lancés. Alors, il ne faut pas se tromper. Dans le spatial, vous avez évoqué effectivement ces chiffres qui sont extraordinaires. La commercialisation, c'est seulement naissant. Pour l'instant, c'est d'abord de l'argent public qui circule dans le spatial. Le flux d'argent, il est essentiellement gouvernemental, essentiellement public. Mais on voit qu'il commence à se marier. On assiste, si vous voulez, à une espèce de recomposition des rapports publics-privés par le biais de la fusion de ressources et de la fusion de programmes. Et aujourd'hui, en fait, et puis peut-être je m'arrêterai là, je suis peut-être un peu long, tout ça fait qu'on est obligé de décaler le regard sur l'espace. C'est-à-dire que quand je dis décaler le regard, vous savez, avant l'espace, pendant longtemps, c'était un très très beau satellite, très très cher, technologiquement parfait, qui réalisait des missions de manière parfaite, mais des missions extrêmement verticales. Un satellite, une mission. Désormais, l'espace, c'est plus ça. Alors, c'est aussi ça. C'est ça pour les militaires, notamment. C'est ça pour quelques projets scientifiques. Mais de plus en plus, c'est pas ça. De plus en plus, l'espace, c'est comme la fibre. C'est juste de l'infrastructure, un peu agnostique, qui peut être de différents pays, de différents acteurs, gouvernementaux, privés, etc. C'est pas nécessairement ce qui se fait de mieux. On insiste sur le low cost. Ce qu'on veut, c'est du petit satellite qu'on produit à la chaîne de manière industrielle et qui va rendre un service suffisant. Et ça, c'est vraiment la logique dans laquelle se sont mis ces nouveaux acteurs qui sont arrivés de l'extérieur du spatial et qui sont en train de chambouler le spatial en termes économiques, mais aussi en termes culturels. En termes, on est en train de transmuter l'histoire du spatial. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et c'est par le biais, évidemment, des bénéfices qu'on escompte de ça. Alors les bénéfices ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous. Pour ces constellations-là, c'est d'abord les États qui seront clients de ces constellations. Et puis vous avez Artemis. Et Artemis, c'est un peu pareil. Il y a un regard infrastructurel sur la Lune désormais. C'est-à-dire que c'est plus Apollo. Apollo, les Américains disaient c'est une one-shot mission. On envoie des astronautes, on les pose, on les ramène et on a fait la mission. C'est plus ça qu'on veut faire. On veut envoyer des astronautes, on veut les faire rester un séjour long, voire le plus longtemps possible en se relayant. Mais surtout, on va faire de l'infrastructure entre la Terre et la Lune. L'espace cislunaire dont parlent les Américains. Et là, on fait quoi ? On va faire de la construction, du Lego, si vous voulez. On va ravitailler, on va faire du servicing, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va créer des satellites qui eux-mêmes iront travailler sur d'autres satellites. Donc, on est en train d'imaginer une sorte d'industrialisation du spatial. Et là encore, on est en train de parler d'infrastructure. C'est-à-dire que la coopération internationale aujourd'hui qu'on perçoit, alors c'est un programme qui est d'abord américain, ce qu'on appelle le programme Artemis, je pense qu'on y reviendra. Il n'y a pas qu'un programme américain, il y a un programme chinois aussi. Pour l'instant, c'est deux programmes parallèles qui ne se parlent pas. Les Chinois veulent installer une base sur la Lune. Mais la coopération internationale qu'on entrevoit pour ce type de programme, en l'occurrence pour Artemis, c'est une coopération qui va être technologique, agnostique, avec des gens qui vont signer des accords pour participer au grand tout, pour participer un peu à la mise en place de cette infrastructure. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Très bien, je vous remercie. Je propose qu'on continue avec un aspect un peu plus géopolitique. Toujours pour Xavier Pasco. Vous inquiétez pas, vous aurez votre tour après.
Comme vous venez de le dire, le nouveau programme américain Artemis vise à installer des humains sur la Lune, des Américains notamment. De leur côté, Pékin et Moscou ont décidé de coopérer dans la réalisation d'une base habitée internationale. Une première étape avant la conquête de Mars. Quels sont les enjeux pour les États-Unis, la Chine et la Russie de repartir dans l'espace ? L'Europe peut-elle continuer à se contenter d'un strapontin dans la navette américaine pour aller dans l'espace ? Et dans quelle mesure les tensions géopolitiques actuelles peuvent-elles avoir un impact sur ce qui se passe là-haut ? Tout ça sont des questions très faciles. Alors d'abord, le retour sur la Lune. Le retour sur la Lune, c'est intéressant parce que le signal de départ a été donné par les États-Unis. Alors, on peut se poser des questions, et d'ailleurs, les questions ont été posées aux États-Unis. Vous savez que la première idée du retour sur la Lune, c'est George W. Bush, donc le fils du père, qui a, en 2004, lancé son programme Constellation. Donc c'était en 2004, avant Barack Obama. La raison, elle était simple. La raison, c'est qu'en 2003, il y avait eu un accident avec la navette Columbia, dont vous vous rappelez, qui avait fait grand bruit. Et quelques mois plus tard, en octobre, je crois que Columbia c'était en février 2003, en octobre 2003, premier taïkonaute chinois. George Bush avait aucun intérêt pour l'espace. C'était un président qui n'aimait pas l'espace, qui ne s'intéresse pas. Mais souvent, les présidents n'aiment pas trop l'espace, d'ailleurs, aux États-Unis. Et là, il s'est trouvé un petit peu mis en pression, si vous voulez, par des gens qui ont dit « mais que font les États-Unis ?» Et donc, en crash, en quelque sorte, en janvier 2004, un discours est pondu pour dire eh bien, on va retourner sur la Lune. C'est le programme Constellation. Et ça permettait de reconvertir la navette qu'on allait arrêter, puisque la navette était un instrument dangereux, très beau programme technologique, mais extrêmement risqué. La décision était déjà prise de l'arrêter, et pour éviter que les industries ne tournent à vide, on avait pensé réutiliser les boosters de la navette sur un corps de fusée. Ça faisait un programme qu'on appelait la fusée Ares à l'époque, pour renvoyer des astronautes sur la Lune. Quand Barack Obama arrive au pouvoir, il annule tout ça. Lui avait fait campagne contre ce programme. Lui faisait campagne en tant que démocrate pour des programmes sociaux, etc., pour rediriger un peu d'argent vers les programmes sociaux. Donc il y avait un vrai débat politique interne. Donc il arrive au pouvoir. Il met fin au programme à Constellation. Mais bien évidemment, aux États-Unis, vous faites toujours, quand vous êtes président, vous faites attention de ne pas vous soumettre à la critique qui dirait que vous nuisez à la sécurité nationale, que vous rabaissez le statut des États-Unis. Donc, s'il avait choisi de faire, c'était d'arrêter le programme Constellation et de dire, bien, à la place de ça, on va faire un rapport pour savoir ce qu'on doit faire dans l'espace habité, dans l'espace, dans l'exploration humaine. Et le rapport conclut que Mars reste une bonne destination. La Lune, on l'a déjà fait, c'est pas la peine, mais Mars reste une bonne destination. Et donc, lui lance un programme dont on parle beaucoup ces jours-ci, ce qu'on appelle le SLS, le Space Launch System, sous la pression des parlementaires. D'ailleurs, aux États-Unis, on appelle le SLS, non pas le Space Launch System, mais le Senate Launch System, parce que les sénateurs poussaient beaucoup pour cette... Et puis un véhicule, Orion aujourd'hui, dont on parle, qui est le véhicule qui va transporter les astronautes dans l'espace profond. C'est Obama qui lance ce programme dont on parle aujourd'hui. Trump arrive au pouvoir, mais la NASA n'était pas à l'aise avec ça, il n'y avait pas de destination, si vous voulez. Donc il y a eu un flottement institutionnel. Trump arrive au pouvoir, relance l'idée de retourner sur la Lune, s'appuie sur ce programme SLS Orion pour faire les premiers éléments du retour sur la Lune. Et donc on a ce débat interne avec beaucoup de pression industrielle, etc., qui va en fait générer aux États-Unis la volonté ultime de retourner sur la Lune. Il y avait évidemment un facteur externe qui était la présence chinoise, avec la volonté chinoise d'y aller aussi. Et il y avait beaucoup de parlementaires notamment qui disaient si les Chinois vont sur la Lune, il faut absolument que les Américains y aillent. Et Obama disait, d'ailleurs répondait à ça, nous on a coché la case, grand bien leur face, ils veulent y aller. Pour Trump, c'est pas ça. Trump, il faut que les Américains reviennent, et non seulement reviennent, mais soient les premiers à revenir en 2024, etc., etc. Donc ça a lancé cette affaire-là. Il y a inévitablement une confrontation géopolitique aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Alors, ce n'est pas de la même nature que la confrontation Apollo, où on n'est pas dans des modèles capitalistes versus modèles communistes. On est plus dans une confrontation de puissance. C'est-à-dire que la Chine, ça fait partie des vitrines qu'elle veut afficher au monde, comme démontrant qu'elle est la première puissance du monde, qu'elle le sera en 2049, 2050, etc. Et on a aujourd'hui cette lancée qui est là, avec derrière ces nouveaux barons de l'espace, etc., qui, eux, y voient un intérêt, qui proposent de la logistique et qui, finalement, bénéficient de la manne publique. Donc les États-Unis demeurent un moteur très particulier, qui est au moins autant motivé et animé par des facteurs extérieurs que par des facteurs intérieurs. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc du coup, effectivement, on relie la Lune aujourd'hui à des perspectives d'Eldorado industriel, et notamment, il y a un thème qui revient régulièrement, qui est extrêmement hypothétique
et extrêmement peu consolidé, qui est le thème de l'exploitation des ressources extraterrestres. Ok, on pourrait éventuellement exploiter de l'hélium-3, on peut éventuellement exploiter de l'eau sur la Lune pour en extraire de l'hydrogène, pour en faire un combustible pour des fusées qui iront plus loin, etc. Tout ça est théoriquement possible, mais d'un point de vue de la viabilité économique et du sens que ça a, c'est tout à fait discutable et discuté d'ailleurs. Mais ça fait un arrière-fond, ça fait un arrière-plan au tableau général. Donc aujourd'hui, les États-Unis retournent sur la Lune d'abord pour réaffirmer leur puissance. N'oubliez pas que la station spatiale est en perte de vitesse. La station spatiale, c'était le plus grand programme de coopération internationale de l'histoire, qui était un programme américain auquel les partenaires pouvaient accéder. Sans ce programme, il y a un manque dans l'organisation de la vie internationale dans ce domaine, et le relais qui est pris, c'est celui de la Lune désormais. On a le programme Artemis, qui est un programme américain auquel les partenaires internationaux peuvent accéder. Donc on est dans une espèce de continuité de modèle du côté américain. Du côté chinois, il y a la volonté de cocher toutes les cases des superpuissances, et la case spatiale est une case de la superpuissance, et la case du vol habité et du pas lunaire est une case à cocher. Donc ils cocheront cette case. Les Russes sont en perte de vitesse complètement, ont essayé ces dernières années de créer un peu un lien avec les Chinois sur ces thèmes-là. Ce qu'on constate, c'est que les Chinois les tiennent un peu à bout de gaffe quand même, ne sont pas du tout en demande, et sont dans une relation avec les Russes qui est une relation extrêmement pragmatique de ce point de vue-là. Et puis l'Europe, l'Europe aujourd'hui, elle se pose des questions parce que l'Europe spatiale, mais Pascal y reviendra sans doute, n'est pas construite pour ça à l'origine. L'Europe spatiale, ça fait de la science. C'est quelque chose qui permet de réunir les pays européens autour de domaines d'excellence, qui sont des domaines dans lesquels l'Europe brille. Et le programme Habité a toujours posé question. On a besoin d'accès à l'espace, on a fait un lanceur, on a besoin de satellites, et notamment l'Europe est leader sur tout ce qui est suivi de l'environnement terrestre, etc. Donc je dirais la partie green un peu du spatial. Et la question aujourd'hui, c'est celle d'une décision politique collective européenne. Alors prise à l'ESA, il y aura un conseil des ministres plus tard à la fin de l'année, en novembre. Prise aussi au niveau de l'UE, donc il y a une petite dissonance entre l'Union européenne et l'ESA, parce que vous savez que ce sont des organismes qui n'ont pas exactement le même membership, etc. Donc, mais on se pose encore beaucoup la question en Europe de savoir si on doit en faire partie, et si on fait partie de ces programmes, qu'est-ce qu'on doit y faire? Est-ce qu'on est provider de technologie? Est-ce qu'on va fournir de la technologie? Ou est-ce qu'on va faire beaucoup plus que ça et être un peu à l'égal, avoir une forme d'autonomie? Donc tout ça se discute actuellement et c'est pas simple. Je vous remercie. Justement, on va aborder les questions un peu plus techniques maintenant avec Pascal Leguet, puisque aller dans l'espace ne me semble pas si simple, comme l'illustrent les reports successifs du départ de la mission Artemis 1. Pourtant, il est question d'installer des hommes sur la Lune, de construire des bases lunaires et des stations spatiales pour aller ensuite vers Mars. Elon Musk souhaite bâtir sur Mars à l'horizon 2100 une colonie autosuffisante, une Terre 2.0, et Jeff Bezos souhaite l'avènement d'une économie cislunaire. Concrètement, quels sont les principaux enjeux techniques et économiques à surmonter pour ces différents projets? Quel est le chemin à faire jusque-là et est-ce réellement réalisable? Alors, merci Thomas pour ces questions importantes et complexes en fait pour la réponse. Et bonjour à tous aussi. Alors en fait, Xavier a déjà donné beaucoup d'éléments sur cette affaire d'Artemis, donc cette mission vers la Lune. Je vais peut-être développer un tout petit peu les aspects techniques de la mission. Tu as dit, Thomas, au début de ton introduction, de la question qui m'est adressée, qu'il y avait des soucis pour accéder, effectivement, à partir vers la Lune. Donc le lanceur dont a parlé Xavier, le système de lancement spatial, SLS, en fait, c'est un lanceur lourd américain, qui, effectivement, n'est pas parti. Il y a eu 2 tentatives de lancement récemment, et c'est pas parti. Donc, c'est pas un échec, parce qu'en fait, il y a des séquences quand on lance une fusée. Et donc, ces séquences, quand il y a un problème technique qui apparaît, on arrête le lancement. Donc là, c'est tout à fait normal. Il y avait des problèmes de fuite, apparemment, de certains liquides. Donc, ils ont arrêté le lancement. Mais ça va repartir, j'en suis sûr, et ça va marcher. Juste à titre d'exemple sur les lancements passés, concernant Ariane 5, donc c'est le grand lanceur français, si je puis dire européen, pardon, qui a un taux de réussite de 98%, donc il y a eu extrêmement peu d'échecs. La navette spatiale dont on parlait aussi, simplement pour donner un chiffre, il y a eu 135 vols de la navette spatiale et il y a eu 2 échecs
terrible. On a vu ces 2 navettes exploser en vol. Mais là aussi, si on peut parler de réussite malgré tout, malgré le choc émotionnel de l'explosion des 2 navettes, la navette, c'est quand même, au bilan, d'un point de vue chiffre, une réussite. Et un point encore, si je peux me permettre, sur ce sujet, puisqu'on parle technique, la culture du risque. Aujourd'hui, entre l'Europe et les États-Unis, par exemple, les États-Unis prennent plus de risques à mettre en orbite des systèmes, à lancer des fusées, que les Européens. On a des circuits de validation. Avant de tirer une fusée Ariane 5, on doit vérifier que le taux de probable ou potentiel d'échec est le plus bas possible. On a des 10 moins quelque chose, 10 moins 3, 10 moins 4. Aux États-Unis, ils n'en sont pas là, ils prennent un risque. Et j'ai entendu un chiffre, je ne sais pas s'il est exact, pour faire partir nos astronautes vers la station internationale. Il y aurait une chance sur 200 que le Falcon 9 de SpaceX puisse exploser. Donc on n'est pas du tout dans l'ordre de grandeur. Donc les Américains prennent des risques, ils vont plus vite. Mais voilà. Donc je ne sais pas, Xavier, si tu avais les mêmes chiffres que j'annonce. Mais voilà. Ensuite, pour revenir plus sur le fond de ta question, concernant le défi d'Artemis. Alors, il y a un premier point important, c'est de définir cette mission vers la Lune. Pour l'instant, il y a un objectif principal, une définition globale, qui est de retourner sur la surface lunaire et d'y installer une présence humaine à peu près continue. Donc, c'est l'objectif principal. Mais ça ne fait pas tout, c'est-à-dire que comme vous pouvez l'imaginer, ça va prendre des années pour déployer tous les éléments nécessaires pour retourner sur la Lune. Donc la définition, elle va évoluer en fonction des problèmes techniques qu'on pourra rencontrer, en fonction de l'évolution peut-être des ambitions d'exploration, etc. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la Lune, et Xavier l'a très bien dit, c'est qu'une étape. On a hésité au niveau du spatial mondial à retourner sur la Lune. C'était déjà un exploit accompli. Mais on pense qu'on peut à nouveau faire mener des expériences, améliorer la technologie avant de viser Mars, qui sera la prochaine étape. Et Mars, c'est un autre ordre de grandeur. C'est 6 mois pour y aller, 6 mois pour revenir, plus le temps de présence sur Mars pour faire des expériences, etc. Donc est-ce que les humains qui partiront vers Mars ont la capacité physiologique à résister, la capacité morale et psychologique à faire un tel voyage. Un autre point concernant le coût, j'en parlais ce matin avec Chloé, comment estimer le coût d'Artemis, parce que pour progresser dans l'espace, il faut aussi de l'argent, et il faut que les participants à ce programme américain et les autres participants puissent mettre les sommes suffisantes. Et pour l'instant, on estime à la louche que Artemis, si on le mène jusqu'à son terme, ce sera plusieurs, comment dirais-je, centaines de milliards. Juste pour vous donner un petit ordre de grandeur, l'ISS, la Station spatiale internationale, elle a commencé à fonctionner en 1998 et elle a coûté à ce jour 115 milliards de dollars. Donc c'est, si on imagine la Station internationale comme un élément du futur Artemis, ça vous donne à peu près un ordre de grandeur de ce que le budget pourrait être. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver l'argent et surtout trouver des coopérations pour payer. Juste un exemple, ce matin notre ministre des Armées parlait, le budget des armées c'est actuellement 45 milliards par an d'euros. Donc une station internationale c'est on va dire à la louche 2 budgets et demi annuels du budget des armées, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc le coût, ça veut dire des coopérations. Donc aujourd'hui il y a un certain nombre d'États qui se sont proposés pour contribuer à Artemis. Pas que des États, il y a aussi l'ESA, l'Agence spatiale européenne, donc qui est une agence intergouvernementale qui se propose de participer. Donc à ce jour, j'avais noté, parce qu'on avait préparé la réunion, donc j'ai pu chercher un peu quelques éléments. Les pays qui sont intéressés par Artemis, qui ont déjà ou signé ou qui s'apprêtent à le faire, on a l'Ukraine, la Corée du Sud, bien sûr, la Nouvelle-Zélande, l'Arabie Saoudite, le Brésil, la Pologne, le Mexique, Israël, Roumanie, France.
sont les 13 pays pour l'instant qui ont proposé de contribuer à différents niveaux techniques et budgétaires, bien sûr, sur cette mission Artemis. Ensuite, il y a un autre point, et là c'est peut-être sous contrôle de Chloé qui est juriste. Il y a aussi un cadre légal pour lancer cette mission Artemis. Et aujourd'hui, les Américains ont proposé de signer ce qu'on appelle les accords Artemis. Et donc, en fait, ce sont ces accords, c'est une série de règles et de principes qui sont édictés par les États-Unis. Les États-Unis ont pris le contrôle donc, de la chose pour l'exploration ou l'utilisation civile à des fins pacifiques de la Lune, de Mars, des corps célestes, comètes, astéroïdes. Donc, les États-Unis demandent aux partenaires potentiels d'Artemis de signer cet accord, ou ces accords, et ça pose en fait, il y a certains débats entre juristes actuellement, comme quoi ces accords Artemis seraient contraires au traité de l'espace de 67, au traité sur la Lune et l'exploitation des corps célestes de 1979, parce que normalement, exploiter la Lune, par exemple, le sol lunaire ou le sous-sol, c'est une forme d'appropriation. Et le traité de 67 dit qu'il n'y a pas d'appropriation par des États des corps célestes des planètes. Donc ça, c'est le cadre juridique est important. Ensuite, le défi majeur, vous pouvez l'imaginer, ce sera un défi technologique, technique. Vous aviez aussi fait référence à Apollo 11. Il y avait d'ailleurs au passage hier soir sur la chaîne parlementaire une émission il parlait à nouveau de l'exploit de 1969 en juillet, quand les astronautes américains ont été sur la Lune. À cette époque, c'était, j'allais dire, quand on le regarde maintenant avec nos yeux technologiques d'aujourd'hui, c'était assez archaïque. La mission Apollo, les missions Apollo, différents vols, c'était plutôt de briques et de broc. Il n'y avait pas de performance informatique majeure et de digital n'était pas très présent, c'était assez archaïque, mais ça a bien marché. Donc il y aura des défis technologiques qui seront majeurs, et en particulier avec un impact sur, je disais, le budget tout à l'heure aussi va permettre de pousser la recherche, le développement, mais aussi c'est de trouver des formes de financement, parce que l'innovation, elle vient surtout de l'industrie, des entreprises privées. Donc il y aura des formes de co-funding, de partage de coûts, avec aussi des acteurs privés, commerciaux, pour avancer. Un dernier mot, je ne sais pas si j'ai dépassé mes 10 minutes. Pour les défis, on va dire, technologiques, on le disait déjà, pour accéder à la Lune, il faut partir de la Terre. Donc il faut avoir un lanceur fiable qui puisse amener les astronautes de façon sûre en orbite lunaire ou sur la Lune. Donc ça, c'est une question, encore une fois, importante. Le vol qui est prévu, qui n'est pas parti, les 2 échecs qui ont eu lieu, c'était un vol sans astronautes. C'était un vol test pour voir si, je crois qu'ils mettent des mannequins d'ailleurs à l'intérieur, pour voir si les futurs humains qui vont monter vont pouvoir survivre à ce lancement. Ensuite, pouvoir placer, donc là aussi ça a été évoqué, il y a le lanceur, il y a le module Orion qui est à la tête du lanceur, qui est le module où vont prendre place les astronautes, et ensuite ils vont rejoindre ce qu'on appelle un module qui va orbiter autour de la Lune, qui s'appelle le Gateway, qui sera une sorte de module où on viendra s'arrimer pour ensuite, à partir de ce module qui tourne autour de la Lune, qui orbite autour de la Lune, on enverra de là les astronautes sur le sol lunaire. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs en 69 les astronautes américains. Il y avait un astronaute qui était resté en orbite autour de la Lune. Les 2 autres avaient pris un LEM, un module qui a été exposé sur la Lune. Et le principe est le même. Donc ensuite, il faut imaginer un soutien logistique. Parce que si on veut installer des gens en orbite lunaire pendant un certain temps, puis ensuite sur le sol lunaire pendant des durées assez longues, il y aura des questions, encore une fois, de logistique, de soutien. Est-ce qu'ils vont faire de la culture sur place pour vivre? Donc il y a des films Interstellar, je crois en parlait, ou d'autres films comme ça, qui montraient des exemples d'avoir des serres pour cultiver des plantes, etc. Donc en tout cas, il y aura des modules logistiques qui vont faire la navette avec la Terre pour amener en tout cas ce qu'il faut pour vivre. Il y aura des questions aussi de soutien électrique. La propulsion aussi exige un soutien particulier. Et tout ce qu'on peut imaginer pour permettre la vie des personnes sur la Lune, donc ce qu'on prévoit pour le futur. Donc voilà à peu près de façon très schématique
ce qu'on prévoit pour Artemis. Donc ce sera là aussi ça a été évoqué, ce sera une mission phasée, c'est-à-dire on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc aujourd'hui c'est Artemis 1, donc c'est la première phase. Tester d'abord le lanceur et les différents systèmes Orion Gateway pour ensuite envoyer vraiment des personnes physiques dans l'espace. Et je voulais conclure peut-être sur... je parlais de performance technologique. Simplement pour rappeler, peut-être prendre des exemples de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. On a fait des prouesses technologiques qui étaient absolument remarquables. Je ne sais pas si vous vous rappelez la sonde... voilà, il y avait... ça c'est le Rosetta, voilà, c'est ça. L'ESA a envoyé une sonde qui s'appelle Rosetta. Pour cette sonde emporter avec elle un atterrisseur, Philae. Et l'objectif, c'était de croiser la course d'une comète, qui n'était pas aux dimensions exceptionnelles, de rattraper la comète, de détacher l'atterrisseur Philae pour se poser sur la comète, pour ensuite faire des études de poussière, d'eau et d'analyse du noyau de la comète. Cet exploit, c'était un véritable exploit, a parfaitement bien marché. Au passage, il a coûté au total 1 milliard, juste pour vous donner aussi un ordre de 1 milliard d'euros, un ordre de grandeur. Un dernier exemple aussi sur la performance technologique. Donc, toutes ces technologies, toutes ces innovations vont être utilisées pour aller ensuite sur la Lune. Là, c'est ce qu'on appelle la mission Hera, la mission de l'ESA. Alors, c'est pas lié directement à Artemis, mais les technologies qui vont être mises en œuvre pourraient aussi servir. C'est en fait un partenariat avec la NASA qui mène une mission complémentaire qui s'appelle DART, qui est de dévier un astéroïde qui viendrait frapper la Terre. Alors, il n'y a peut-être pas de lien forcément évident direct avec la mission Artemis, mais les moyens qu'on déploie, ça vous montre aussi le niveau technologique dont on aura besoin pour aller sur la Lune. Et donc DART, la mission américaine, c'est de dévier avec une solution, un laser de puissance, etc., la trajectoire de l'astéroïde pour pas qu'elle frappe la Terre. Et la mission de l'ESA, c'est de mesurer l'efficacité de la déviation que les Américains vont provoquer. Juste ces quelques exemples pour illustrer le niveau technologique d'innovation qu'on sait déjà faire et qu'il faudra financer pour Artemis. Très bien, je vous remercie. Vous évoquiez justement des enjeux juridiques. On va passer avec Loïc Dufort sur ces questions-là. Une première question. Dans un contexte d'intérêt grandissant pour les ressources spatiales, du renforcement des acteurs étatiques et privés, l'espace devient un nouveau terrain de conflictualité. Mais à qui appartient l'espace? Existe-t-il une législation internationale qui en régit les activités? Ou est-ce tout simplement un nouveau Far West qui se dessine? Merci Thomas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de cet événement et merci à vous d'être venus y assister. Je ne vais pas vous parler de chiffres, moi, parce que je fais de la recherche, donc déjà que c'est abstrait, je ne vais pas en plus rajouter des chiffres immenses auxquels on n'arrive pas à rajouter de plus-value avec notre vie au quotidien. On n'arrive pas à savoir à quoi ça peut correspondre. Moi, je vais vous parler de droit. Et j'imagine déjà que le droit dans l'espace, c'est quelque chose qui vous semble assez complexe. Mais si je vous posais la question aujourd'hui, de savoir est-ce que vous êtes concerné par la protection des applications spatiales en général, des satellites ou de l'espace dans son ensemble. Je suis persuadée que la moitié d'entre vous n'auront pas d'avis sur la question. Un tiers peut-être ne m'aura pas écouté parce que justement ils sont sur leur téléphone et c'est eux les plus spatio-dépendants, donc c'est eux les plus concernés. En fait, on ne se rend pas compte à quel point l'espace aujourd'hui fait partie de notre vie et à quel point est-ce que le droit pour l'espace a été créé à une époque qui ne ressemble en à peu près plus rien à la nôtre aujourd'hui. Le droit de l'espace a été créé dans les années 1960 quand il y avait la guerre froide. L'essentiel de ce droit était basé sur un objectif principal, c'était d'éviter la nucléarisation de l'espace et l'URSS et les États-Unis se faisaient la course pour ça. Donc l'essentiel du traité de 67 interdit l'utilisation ou le placement d'armes nucléaires dans l'espace extra-atmosphérique. Et il parle d'une utilisation à des fins strictement pacifiques de l'espace,
mais il ne parle pas d'un espace comme étant un bien qui serait le patrimoine commun de l'humanité. Par contre, les activités, l'utilisation de l'espace et l'usage de l'espace doit être à des fins pacifiques pour le bien de l'humanité tout entière. Et il faut se rendre compte aussi que ce traité a été signé par à peu près toutes les Nations Unies à l'époque. Donc c'est un traité qui s'applique de façon universelle, tandis que les accords sur la Lune qui ont été rédigés quelques années plus tard, comme l'a rappelé Pascal Leguet, ont été signés par uniquement 11 nations. Donc les pays qui n'ont pas signé ces accords ne sont pas tenus par ces accords. Et le programme Artemis ne s'inscrit pas en contradiction du droit international en ce sens-là, parce qu'il permet l'exploration et l'exploitation même de la Lune et des corps célestes si c'est à des fins pacifiques. A priori, rien dans le programme Artemis, comme il nous est présenté, ne permet de dire que ce n'est pas pour une application pacifique. En tout cas, on espère que l'exploration et l'exploitation aura des bienfaits pour l'humanité. Mais par contre, vous avez raison de le soulever, ce n'est pas parce qu'il y a un principe de libre accès et de liberté dans l'espace qu'il ne peut pas amener aussi des conflits. Et c'est pour ça qu'il faut encadrer cette nouvelle conquête, si je puis dire, cette nouvelle convoitise, pour pas qu'il y ait des effets menaçants pour d'autres droits et libertés dont nous jouissons déjà actuellement et dont nous jouirons, j'espère, encore demain. C'est pourquoi il y a la communauté internationale a pris conscience de ça et des réflexions sont organisées au sein des Nations Unies pour faire en sorte que le droit international soit en adéquation avec notre époque et avec les applications spatiales de notre temps. Donc j'espère que c'est quand même porteur d'espoir et qu'on réussira à négocier ensemble des normes de comportement responsable pour qu'on puisse continuer à bénéficier de ces découvertes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, l'espace, c'est quelque chose qui fait rêver et c'est moteur d'innovation. Donc évidemment, c'est aussi porteur de risques, mais il faut comprendre que le droit, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent innover. Il faut aussi se rappeler que le droit, c'est pas juste le vilain juriste qui vient vous embêter. Non, c'est pas ça. Le droit, c'est fait par les États. Les lois, c'est fait par la politique. Donc, s'il y a un intérêt politique derrière, il y a une loi en cohérence qui suivra, c'est certain. Donc, c'est vraiment un problème global. Donc, je peux vous donner qu'une réponse globale. Très bien, merci. Et justement, comme vous le disiez, face au risque de conflits et de tensions éventuelles, comment pourrait-on les prévenir? Comment préserver la paix dans l'espace? Et que fait par exemple l'ONU à ce sujet? Comment se positionnent les grandes puissances spatiales sur cette question? C'est d'actualité. En ce moment même, à l'ONU, à Genève, il y a un groupe, un groupe qui s'appelle Open Ending Working Group on Reducing Space Threats, qui doit élaborer justement des normes de comportement responsable. Donc ce sont des représentants des délégations officielles des Nations Unies. Et pour la première fois, la société civile a eu droit de participer aussi à ces travaux. Donc c'est de manière informelle, c'est-à-dire que les pays proposent d'abord des arguments de négociation, ensuite on entend la société civile de manière informelle, on entend des experts, et à la fin, le but, c'est que toutes ces nations se mettent d'accord pour des comportements responsables. Alors pour l'instant, avant de savoir quels sont les comportements responsables, on essaye de viser quels sont ceux qui sont irresponsables. C'est très compliqué dans l'espace d'avoir des définitions et des référentiels communs, pourtant c'est essentiel. Parce que quand on parle de quelque chose de si complexe et de si... qui peut induire énormément de problèmes politiques, sécuritaires sous-jacents, c'est très très important d'avoir un référentiel commun. Donc l'UNIDIR à l'ONU travaille sur un lexique de références communes. Et pour vous donner un exemple, à la première session de ce groupe, il y a eu comme un incident diplomatique, c'est-à-dire que les traducteurs, parce que c'est traduit pour les 5 langues officielles à l'ONU, les traducteurs n'avaient pas les mêmes références
Donc quand il traduisait en chinois, en russe, en anglais, en espagnol ou en français, les mots étaient différents et avaient une portée différente. Donc on a vu à un moment donné parler un incident diplomatique quand on a abordé le sujet des opérations cyber qui avaient lieu sur le territoire ukrainien juste avant l'invasion par la Fédération de Russie du territoire ukrainien. Et ça a été très très problématique. Donc ensuite, ça n'est suivi les discussions sur la définition de ce que serait une arme spatiale. Là, il y a plusieurs écoles, si je puis dire. Il y a des délégations qui voudraient déterminer ce que c'est une arme, et d'autres délégations, et la société civile aussi, qui pensent que définir une arme dans l'espace, c'est pas opportun. Parce que dans l'espace, tout peut devenir une arme par destination. Donc, s'acharner à faire une définition aujourd'hui d'une arme qui sera obsolète demain, c'est pas utile. Et c'est surtout qu'on serait encore en retard. Et on ne peut plus entendre aujourd'hui que le droit a toujours une guerre de retard. C'est plus possible. Donc, plutôt que de s'acharner sur une définition de l'arme spatiale, il faudrait peut-être envisager des effets à interdire, c'est-à-dire des effets qu'on ne voudrait pas voir se produire dans l'espace. Par exemple, la destruction de satellites avec des tirs, des missiles ASAT, même si c'est une destruction volontaire d'un satellite obsolète qui appartient à l'État qui le détruit, eh bien, on peut se demander si c'est vraiment une opération pacifique ou si ça ne va pas créer des débris qui, eux, deviendront des armes par destination, c'est une première chose, mais aussi qui encombreront une orbite stratégique d'importance sur laquelle les places sont limitées. Et donc, ça viendrait à faire comme une sorte de siège spatial, ce qui est complètement contraire au principe de libre accès qui a été promulgué dans les années 60 par le traité de l'espace. Donc, il y a énormément de discussions qui sont en cours. Et j'espère, j'ai vraiment bon espoir que les États négocient de bonne foi et que dans quelques mois, on puisse aboutir sur la création de normes de comportement comme ça existe pour le cyberspatial et comme ça existe pour les opérations en haute mer. Voilà. Très bien, je vous remercie. Vous parlez justement d'armes spatiales. On va avoir une dernière question, après on aura les questions du public. Donc Pascal Leguet, on l'aura compris, l'espace devient un nouveau terrain de conflictualité. Mais de quoi parle-t-on précisément lorsqu'on parle de militarisation ou d'arsenalisation de l'espace ? Quels sont les outils militaires et les armes déployées en orbite actuellement ? Et quelles sont les principales puissances spatiales militaires aujourd'hui ? Alors, une question majeure, effectivement, des questions majeures. Déjà, il y a une première distinction à faire entre ce qu'on appelle militarisation de l'espace et arsenalisation de l'espace. Militarisation de l'espace, ça existe depuis le début de l'épopée spatiale, c'est-à-dire qu'on utilise des satellites à des fins militaires au sol pour appuyer des opérations militaires. Donc on a des satellites de renseignement qui font de l'observation de la Terre, des satellites qui écoutent les fréquences. On a aussi des satellites de positionnement, de navigation, de timing, qui donnent des données très précises pour les opérations militaires, et pas seulement d'ailleurs, aussi à des fins civiles. Mais voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle militarisation de l'espace, utilisation des satellites pour des opérations militaires au sol. Et il y a ce qu'on appelle arsenalisation de l'espace. Là, c'est mettre en orbite autour de la Terre des armes. Donc des armes, ça peut être beaucoup de choses. Donc là, Chloé vient d'évoquer effectivement, aujourd'hui on a quelques problèmes de qualification de ces armes, mais on peut imaginer des armes cinétiques ou non cinétiques, celles avec de la vitesse, tirer des projectiles au tungstène pour détruire un autre satellite, etc. Donc aujourd'hui, quand on parle de guerre de l'espace ou de guerre dans l'espace, la première image qui vient en tête, c'est des satellites dans l'espace qui sont en train de se tirer dessus, de se détruire, des satellites tueurs. Voilà. En fait, je voulais faire une première remarque à ce sujet d'ailleurs, c'est que quand on parle de système spatial, un système spatial, c'est composé de deux éléments principaux. Il y a la composante spatiale, celle on va dire les satellites en orbite, et il y a une composante sol, donc les antennes de réception des données, etc., de stockage, de traitement, de transformation des données. Et aujourd'hui, on ne peut pas utiliser un satellite en orbite si on n'a pas la composante sol. Et donc la première remarque, c'était la suivante. Pourquoi s'embêter à aller dans l'espace, à déployer des armes et à se tirer dessus,
alors qu'il est tellement plus simple d'aller détruire les infrastructures sol. Donc ça, c'était une première remarque en introduction. Ensuite, pour peut-être revenir sur le terrain du droit spatial, on disait que il est difficile aujourd'hui de définir ce qu'est une arme dans l'espace. Un débris qui se promène et qui va impacter un satellite, est-ce que c'est un débris qui a été créé volontairement ou pas? On parle éventuellement de créer certaines nations pensent créer des nuages de débris pour être sûr que le satellite qui va passer dedans sera complètement criblé et pulvérisé. Mais il peut y avoir des débris totalement accidentels et qui ne sont pas une arme par destination. Donc voilà, difficulté à caractériser ce qu'est une arme. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut ensuite caractériser une agression dans l'espace si on ne sait pas ce qu'est une arme. Une agression, par principe, c'est l'utilisation d'une arme. Donc si on ne sait pas ce que c'est une arme, on ne pourra pas caractériser l'agression également. Ensuite, on l'a dit, c'est de caractériser l'intentionnalité d'un acte. Donc c'était volontaire ou pas. Donc on n'est pas du tout sûr de pouvoir savoir si c'est volontaire ou pas. Et on est encore moins sûr de déterminer l'auteur de l'action dans l'espace. Et à cela, il faut aussi ajouter un autre point, c'est la notion de territorialité. Il n'y en a pas dans l'espace. L'espace extra-atmosphérique n'appartient à personne, c'est le bien de l'humanité. Donc un État ne peut pas revendiquer une portion d'espace ou un corps céleste en disant c'est chez moi. Donc là aussi, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu agression s'il n'y a pas invasion d'un territoire, c'est pas l'Ukraine. Donc là, on n'est pas censé envahir le territoire d'un autre État. Je voulais ajouter une autre précision aussi concernant l'utilisation d'armes. Cette fois-ci, on peut dire que ce sont des armes. À partir du sol, on peut détruire des satellites en orbite avec des armes tirées du sol. En général, c'est des systèmes solaires qui ont été modifiés pour aller en dehors de l'espace atmosphérique pour atteindre un satellite. Donc là, on peut peut-être qualifier ça d'arme, a priori. Et aujourd'hui, il y a 4 États qui possèdent la capacité, en tout cas qui ont démontré par les tests qu'ils ont menés, qu'ils sont capables de détruire des satellites, en général en orbite basse, dans les 300-400 km. Souvent, c'est des États qui ont détruit leurs propres satellites qui étaient en fin de vie. Donc aujourd'hui, on a les USA, la Russie, la Chine et l'Inde qui ont mené des tests anti-satellites, donc qui sont reconnus. Ces tests, les derniers, c'était la Russie en 2021, en novembre 2021. Ils ont détruit un ancien satellite d'écoute électronique qui aurait généré d'ailleurs au passage à peu près 300 gros morceaux de plusieurs dizaines de centimètres et quelques milliers de petits débris plus petits autour du centimètre. Et puis il y a le test indien en 2019 également, un satellite qui était à un peu plus de 300 km d'altitude. Donc là aussi, il faut intégrer que si cette guerre spatiale existe, l'emploi d'armes à partir du sol vers l'espace, c'est aussi une option possible de cette guerre. Chloé, si tu veux intervenir à tout moment, n'hésite pas. Ah oui, je veux bien, s'il vous plaît. Ouais, je te laisse la main. Vous avez parlé d'armes et d'agression. Donc, si on considère que le fait de se servir d'une arme, c'est une agression, on trouve ça plutôt simple à identifier, vous êtes d'accord? Eh bien, en droit, la Charte des Nations Unies dit qu'il y a agression quand il y a usage de la force. Il y a un usage de la force, c'est pas forcément avec une arme. C'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de qualifier les opérations spatiales contemporaines. D'ailleurs, si je vous demande à vous, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui dans l'espace, nous sommes en situation de paix ou de guerre? Vous avez une réponse? Paix, levez la main. Ok. Guerre, tous les autres? Vous êtes timide. Bon, on va dire que c'est ex aequo. Eh bien, vous avez raison, on est dans une zone grise. Sauf que pour le moment, le droit qui s'applique, c'est le droit de la Charte des Nations Unies et les traités de l'espace. Parce qu'on considère qu'on est dans le temps de paix. Donc tout le référentiel qui a trait au droit de la guerre, toutes les règles qui concernent la guerre ne sont pas applicables dans l'espace. Donc on ne peut pas parler d'acte hostile encore. Parce que si on parlait d'acte hostile, il faudrait qualifier le conflit juridique
de manière juridique, pour appliquer le droit des conflits armés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et les États ne veulent pas que ce le soit, parce que c'est une loi spéciale qui viendrait faire en sorte que la loi générale, donc celle du traité de la Charte, soit suspendue le temps du conflit armé. En tout cas, certaines parties de cette loi, dont notamment, par exemple, en droit des conflits armés, il y a la protection de l'environnement naturel dans lequel se déroulent les conflits. Or, pour la future opération Artemis, mission Artemis, on est bien conscient que ça va, à minima, bousculer ou dénaturer l'environnement naturel spatial. Et si on est sous l'égide du droit des conflits armés à ce moment-là, alors cette mission viendrait s'inscrire en violation du droit international, ce qui n'est pas souhaitable. Donc pour l'instant, on est encore dans le temps de la paix, et on n'est pas capable non plus de définir une agression, parce qu'on n'est pas capable d'identifier ce qu'est un usage de la force dans l'espace. C'est pour ça que c'est très compliqué, et c'est pour ça que c'est un problème qui relève avant tout de questions politiques à ce stade. C'est vraiment une question qui est très très délicate, et c'est pour ça que les industriels, les États, les chercheurs, tout le monde se demande comment faire pour profiter des innovations spatiales sans toutefois s'inscrire en violation du cadre juridique en vigueur. Merci beaucoup Chloé. Thomas, tu me permets 2 minutes pour conclure. Pour ajouter, dans ta question, tu demandais s'il y avait une course, une nouvelle course aux armements dans l'espace, si j'ai bien compris ta question. Et aujourd'hui, on a des informations qui nous indiquent que un certain nombre de pays travaillent sur des armes anti-satellites. Notamment, encore une fois, c'est des informations publiques, donc on ne peut pas confirmer de façon absolue, mais les États-Unis, Chine, Russie, Inde et Israël seraient sur des programmes d'armes anti-satellites. En France aussi, notre précédent ministre de la Défense, Madame Parly, avait fait un certain nombre de discours quand elle a annoncé la création, enfin la publication d'une doctrine spatiale française et d'un commandement de l'espace.